Bonsoir, M. Diop. Vous êtes chercheur, consultant, vous êtes juriste du droit des affaires. Vous avez publié un livre sur les questions de santé. C'est ça. Comme pour vous taquiner, du droit à la santé, ça a été facile? J'avais un professeur en droit qui nous disait en première année déjà que le droit menait à tout, à condition de savoir s'en sortir. D'accord. Et Dieu merci, je suis allé jusqu'au doctorat quand même, à la Sorbonne. Donc je pense que je m'en suis sorti et je pense que je peux parler Il avait raison, votre professeur. Je le pense. En tout cas, votre ouvrage le confirme aujourd'hui, effectivement. Vous êtes l'auteur de Le sida vaincu, la vérité en marche, qui nous relate un peu comment depuis 2001, semble-t-il, oui, un Sénégalais a trouvé un remède pour le sida. C'est la nouvelle du siècle, ça, je pense. La nouvelle du siècle, oui. On peut le dire. Hein. On peut dire que... D'ailleurs, je salue le public. Donc, avant de commencer, je salue aussi toutes les personnes qui sont sur ce plateau et les spectateurs. Donc, je suis effectivement juriste consultant. Donc, mon parcours, c'est effectivement le droit des affaires, droit privé. J'ai fait Paris Dauphine en gestion des entreprises dans les pays en développement et la Sorbonne en DEA et doctorat de droit. Donc, je suis tombé en tant que consultant sur un dossier en 2001 où un Sénégalais qui fait la médecine africaine. J'aime dire la médecine africaine pour ne pas dire médecine traditionnelle parce qu'il y a une médecine occidentale, il y a une médecine chinoise, une médecine ayurvédique indienne et une médecine africaine. Donc, je préfère en tant que technicien dire la médecine africaine. Donc, qui avait eu à découvrir un remède contre le HIV, donc en 2001. Et lorsque j'ai pris le dossier en 2002, il avait déjà le Sénégalais de la médecine traditionnelle, médecine africaine, excusez-moi. Donc, on est tellement formaté que, voilà, on est tellement formaté que vous le disiez tout à l'heure. Donc, il avait saisi un médecin, le professeur Seydouba Konaté, qui avait son cabinet. Et lorsqu'il l'avait saisi, avec un groupe de patients qu'il avait traités avec ces plantes, le professeur Konaté lui avait dit que personnellement, moi, en tant que médecin, le groupe que vous m'avez amené, je ne peux rien dire, mais j'ai un cas. Si vous arrivez à avoir une activité sur ce cas, je peux faire un dossier pour saisir la ministre. Donc, à l'époque, c'était l'actuel ministre, hein, le professeur Eva Marie-Colsec. Donc, ce qui fut fait, il avait traité cette personne. Donc, d'ailleurs, dans le livre que j'ai publié, j'ai annexé les résultats de cette patiente en 2001. Donc, vous voyez là que cette personne avait une charge virale de 85 898 copies par millilitre sanguin. C'est-à-dire que le VIH se mesure en quantification virale. Il y a combien de copies de virus dans un millilitre? Donc, si quelqu'un dit qu'il peut soigner le sida, il faut qu'il arrive à éliminer cet agent pathogène, donc tuer le virus, ce que les Britanniques disent HIV cure. Donc, cette personne, qui était donc la patiente du professeur Konaté, a été traitée, donc là on est en 2001. Après avoir fait les autres analyses, la charge virale a chuté jusqu'à 234 copies. C'est-à-dire que de presque 90 000 copies, une personne qui n'a jamais pris de médicaments de la médecine européenne, occidentale, a une charge virale de 234 copies. C'est-à-dire que le virus lui-même est tué à 100%, mais la charge a été détruite à 99,72%. La différence sur le sida, c'est que les personnes séropositives ont le virus, mais sont bien portantes. Mais le sidatique, ça veut dire que le virus rentre dans les globules blancs, dans les CD4, installe son usine de répliquage, se multiplie, et quand il arrive à être en nombre suffisant, il éclate le CD4, et chaque virus va faire pareil. Donc si les CD4, les globules blancs, le système immunitaire chutent, le virus augmente. Donc lorsqu'on élimine l'agent viral, forcément le système immunitaire monte. Donc cette personne avait saisi la ministre à l'époque, qui avait autorisé des essais cliniques en 2002, en saisissant d'abord le professeur Seydouba Konaté, qui est pharmacognosiste, donc qui s'occupe de la toxicité, parce qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il ne faut pas tuer le virus en tuant l'autre du virus, c'est très efficace, mais il faut arriver à tuer le virus en laissant sain le porteur. Donc les essais ont été faits en juillet-août 2002. Le rapport de ces essais est aussi annexé dans le livre, hein, que vous pourrez voir. Le rapport adressé à Madame le ministre de la Santé à l'époque. J'avais dit à l'inventeur de ne pas dire qu'il avait un conseiller. Au Sénégal, les gens ont l'habitude de croire qu'un analphabète veut dire bête. C'est-à-dire que quand quelqu'un a son boubou, ne parle pas wolof, il n'est pas intelligent. Ne dites pas que vous avez un conseiller. Voilà, ne parle pas français parce qu'on peut être alphabétisé en arabe ou en russe.
ne dites pas que vous avez un conseiller. Vous avez saisi la bonne personne parce qu'elle venait de diriger l'ONU-SIDA de 1991 à 2001. Donc, elle est technicienne et virologue. Vous n'aurez pas pu saisir une autre personne mieux adaptée qu'elle. Donc, il faut attendre que les techniciens vous disent votre produit est bon ou non. S'ils vous disent que ce n'est pas bon, vous ne dérangerez plus l'histoire. Si vous dites que c'est bon, à ce moment-là, vous leur dites j'ai quelqu'un qui me conseille, Jacques Diop. Donc, à l'issue de ces essais, le rapport qu'avait donné le professeur Salif Sow est annexé dans ce livre. Donc, les personnes cliniquement se portaient très bien. Donc, le rapport est ici. Il a donné ce rapport adressé à Madame le ministre de la Santé. Après, on va prendre les captures de page. Donc, cliniquement, les personnes qui avaient des boutons sur le corps, tout est parti. Mais au niveau de la charge virale, le professeur Sow a annexé ce tableau. Donc, les patients étaient 5. Voilà, c'est ça. Les patients étaient 5, jour 0, moins 2. Numéro 0, 1, jusqu'à 0,5. Donc, il a donné tous les résultats, mais au niveau de la charge virale, jour 0, moins 2, il n'a pas donné le moins 2 pour la charge virale. Parce qu'il disait que le ministère de la Santé du Sénégal, qui avait des budgets de milliards, avait un problème de réactif pour trouver la charge virale. C'était un peu ridicule, mais le rapport lui a été donné quand même. C'est à ce moment-là que j'ai pris le dossier et que eux voulaient organiser des essais sur 100 personnes. J'ai dit à l'inventeur, attention, le sida aujourd'hui, on était en 2002, on n'a pas besoin de 5 minutes pour savoir si un extrait liquide peut tuer un agent viral, ça on le fait in vitro. On n'a même pas besoin d'essais cliniques, ça c'est pour autre chose. Donc ils savent ce qu'ils veulent savoir. Si vous faites les essais sur 100 personnes, alors que sur les 5 personnes des essais, et les 6 personnes que vous avez ramenées au ministère, ça faisait 11, ils avaient déjà des informations. Mais sur 100 personnes, les 4 qu'ils veulent vous donner, les moyens et tout, ils veulent connaître le nom des plantes, et là, s'ils le savent, il y va de votre vie. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de produire un document que j'ai appelé « Ce que le Sénégal risque de perdre ». On était en 2003. Ce document avait été remis au niveau... D'abord, j'ai commencé à la primature, parce que le ministère de la Santé s'inspirait sur la primature. J'avais rencontré un jeune qu'on appelle Mbaye Coulibaly, qui était la personne qui avait le plus souffert d'ailleurs de l'incarcération de M. Seck. C'est lui que j'avais reçu, lui donner le document pour lui dire que j'ai ce document. Il y a 11 personnes qui ont été traitées, il y a eu des essais cliniques qui ont été faits et précliniques au niveau de la faculté de pharmacognosie de l'UCAD et le service de CTA, de Clinical Fan, avec le professeur Salif Sow. Les résultats sont là, mais c'est bloqué. Donc il faut essayer de saisir le Premier ministre. Il avait pris le dossier, il a transmis. J'ai saisi aussi la présidence avec Abdoulaye Baldé à l'époque. J'avais rencontré son épouse, qui est pharmacienne de son état. Je lui ai remis pour son mari. Donc on a quitté la primature, on est à la présidence. J'avais rencontré, parce que je ne vivais pas au Sénégal, je vivais en Europe, je vais demander qui était le journaliste d'investigation qui était le plus dur. On m'avait dit, Latif Coulibaly. J'ai cherché, son bureau c'était à l'immeuble FAT, je l'ai rencontré et lui ai remis le dossier. Je lui ai dit, si demain je fais un accident qu'on me tue, sache que je travaille sur ce dossier-là. Il a pris, il m'a dit, monsieur Diop, ne vous en faites pas, mais je vous donne un conseil, si vous ne rencontrez pas monsieur Wade, ni sa femme, ce dossier n'ira nulle part, parce que le sida est un business. Donc après maintenant Latif Coulibaly, je suis allé dans la famille biologique normale du président Wade, en l'occurrence l'âge Moustapha Wade, où j'ai remis le dossier. Donc on était en 2003. Donc c'est là où l'affaire a déclenché. Donc avec la saisine à l'époque, il y avait le professeur Eva Makolsek qui a été limogé en 2003 et personne ne savait pourquoi elle a été limogée, on se demandait. Et par la suite, le quotidien a fait un dossier d'investigation. Soro Diop avait fait un dossier. Le 11 novembre 2003, à la une, la grande découverte que le Sénégal cache. On était le 11 novembre 2003, ils ont fait un dossier extraordinaire, ils ont interviewé tous les tenants, en tout cas, de ce dossier. Et à l'époque, le même jour, le Conseil national de recherche en santé du Sénégal, pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, a autorisé des essais cliniques sur un médicament à base de plante contre le HIV et le sida. Ça, c'était en 2003. Donc, on est allé de 2003 maintenant, rapidement, août-septembre 2003. C'est là où les choses ont changé, avec la 58e Assemblée générale, session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, où le président Wade est parti directement pour interpeller en disant que les médicaments sont au nord alors que les malades sont au sud. Il faut que ça change. On était au mois de septembre 2003. Donc, dès l'instant que le président Wade a dit cela, il y a eu septembre, octobre, novembre, et début février, l'Union européenne est venue au Sénégal
avec un programme qui s'appelle EDCTP en anglais, European and Developing Country Clinical Trial Partnership, un accord de partenariat entre les pays européens en développement sur le sida. Et il y avait 393 milliards de francs CFA qui étaient déversés au Sénégal sur le sida. C'est là où j'ai décidé de sortir de l'anonymat et j'ai fait un communiqué de presse où j'ai dit que ces milliards qui viennent de venir au Sénégal sur le sida, alors que le Sénégal est le pays qui affiche le taux de sida le plus bas au monde, il y a une découverte contre le sida qui dérange ce lobby, qui est la première industrie au monde qui pèse 400 milliards d'euros par an. C'était le 23 février 2004. Le 24 février, le 25, la France est revenue après l'Union européenne, et l'Union européenne était dirigée par le commissaire européen Philippe Busquin, qui avait dit qu'à l'époque, c'était le plus grand programme de santé au monde. Il n'y avait aucun programme de santé qui dépassait ces 393 milliards. Et quand j'ai fait ma sortie, pour dire que c'était lié à cette découverte, ça a fait la une des journaux en 2004, donc pour ceux qui s'en souvenaient, c'est vrai qu'à l'époque. Et le 26-27 février, la France est venue, tous les big boss des centres de recherche français étaient à Dakar, l'INSERM 88 de Montpellier, l'hôpital Bichat, le CNRS, l'IRD, l'Institut Pasteur, les PDG de ces entreprises étaient au Sénégal. Au même moment, les chercheurs français étaient en grève parce qu'ils n'avaient pas de ressources, on ne leur donnait pas de moyens. Et eux, ils étaient à Dakar, et l'alliance qu'ils lançaient, c'était Alliance France-Sénégal contre le sida. Donc, c'est l'époque que j'ai choisie pour dire qu'il y a ce dossier qui est là et qui interpelle les autorités. Et en même temps, j'avais pu programmer la sortie de ce livre, qui est sorti en mars 2004. Et j'ai offert ce livre au président de la République, normal, parce que quand on publie, on cherche à saisir. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire comme ça. Le sida vaincu, c'est pour ça que j'ai voulu un titre clair, parce qu'un virus qui est tué, qui s'appelle HIV, qui cause le sida, il n'y a pas plus clair que le sida est vaincu. Bon, maintenant, après, c'est de redoper le système immunitaire pour que la personne reprenne le truc. Mais dire ça dans les radios ou dans les télés sans support, on va dire, mais Jacques Diop, on croyait qu'il était à la Sorbonne, mais il est revenu fou. Maintenant, il dit qu'il guérit le sida. Donc, j'ai publié ce livre, et le président Wade nous a reçus, donc, à l'époque, avec l'inventeur. C'était en présence de Kader Sow, qui était son directeur de cabinet, du président de l'Assemblée nationale. Il nous a félicité d'abord de cette découverte. Donc, pour vous dire l'enjeu, mais certains combats sont longs. Et comme on dit, le chemin le plus long commence toujours par un premier pas, mais quand on garde le cap, on tient bon. Il nous a reçus, il y avait le président de l'Assemblée nationale, Kader Sow, son conseiller technique Bassirou Mbacké, qui était biologiste, qui s'occupait du dossier, et puis il y avait l'inventeur, puis un membre de sa famille, moi aussi, et un membre de la famille, parce qu'il y a une alliance entre la famille de l'inventeur et ma famille. Donc, nous sommes plus ou moins des lieutenants. Hein, donc, cette famille de l'inventeur, c'est un dossier que je connais bien et que je défends bien, dans les règles de l'art quand même. Donc, le président Wade avait décidé de créer une équipe de Dakar pour l'exploitation de ce remède. Il avait donné des ordres fermes pour que le ministère de la Recherche scientifique, à l'époque Christian Sina Diatta, dirige une équipe pluridisciplinaire avec tous les doyens de faculté, et moi-même, l'inventeur, pour voir comment le Sénégal allait tirer profit de ce dossier. À la sortie de cette audience, j'ai tout bonnement, quelques jours après, en relançant Kader Sow ou autre pour essayer de voir comment est-ce qu'on allait travailler, il y avait un blackout. J'ai su qu'il nous avait servi une usine à gaz, et c'est là où je me suis orienté vers les Sud-Africains, donc, parce que c'est la première puissance du continent. Lorsqu'on comme je dis, un enfant, quand il ramasse 25 francs, il va acheter un bonbon. Mais quand il ramasse 10 000 francs CFA, il doit aller voir papa pour lui dire « Papa, j'ai 10 000 francs ». Parce qu'il ne sait pas, c'est beaucoup. Ce remède visait le monde entier. Le Sénégal a la 15e université française, Cheikh Anta Diop. C'est la 15e université française. La faculté de médecine est très renommée. Le professeur Eva Maricol-Seck dirigeait l'ONU-SIDA pendant 10 ans. C'est de l'ONU-SIDA qu'elle est venue pour venir ici. Le professeur Souleymane Mboup a été le premier scientifique au monde qui a décrit le VIH2. Il n'y a pas de hasard. Mai 2002, on a battu la France. Psychologiquement, on les avait dominés sur ce dossier. Les Français sont venus, mais vraiment, ils sont venus avec des moyens. Bon, maintenant, ça, ceux qui liront le livre feront le résultat. Mais voilà, on en est là. D'accord, on va en tout cas... C'est une révélation explosive. J'ai laissé la parole à mes camarades pour... toute muette, mais quand même, je vais... Il ne faut pas être muette. Je vais essayer de rebondir.
Je vous remercie, Monsieur Diop. Vous avez parlé tout le temps que vous parliez, je regardais votre visage, l'expression, et je sens que vous êtes très, très engagé dans ce combat. Vous y allez avec beaucoup de courage et beaucoup de détermination. Et dans la persévérance, on ne peut que vous encourager dans ce sens. Et saluer le fait que vous ayez décidé d'accompagner quelqu'un du Sénégal qui a trouvé un remède contre le HIV. On sait maintenant, quand vous nous expliquez, parce que moi je vous ai lu avant qu'on nous annonce que vous étiez notre invité sur ce plateau, parce que j'en entendais parler et je me suis dit, tiens, il faut que j'aille voir à quoi ça ressemble et de quoi ça parle exactement. Mais quand on voit des preuves, les facsimilés, les correspondances, les résultats des analyses, on sait que c'est des choses qui sont palpables. Il y a des preuves. On ne peut pas en disconvenir. Nous savons également qu'il y a des acteurs clés qui sont au courant de ce qui se passe et qui, à un moment, peut-être ont utilisé cet argument pour profiter des retombées et ne pas faire en sorte que les Sénégalais et les Africains en profitent. C'est dommage. Nous savons qu'il y a l'industrie pharmaceutique qui fait en sorte qu'on ne peut pas aujourd'hui dire en Afrique qu'il y a quelqu'un qui a trouvé un remède contre le HIV parce que ce serait tuer beaucoup de gens qui vivent du sida. Nous, on avait l'habitude, en 2004-2003, j'étais encore étudiante en journalisme, et on avait un des professeurs qui nous disait que le sida nourrit plus qu'il ne tue. Et c'est ça. Nous avons des maladies qu'on peut dire de grandes maladies, je ne sais pas comment les spécialistes peuvent l'appeler, qui font des ravages dans notre continent. Nous avons des gens qui peuvent soigner et nous ne faisons rien pour les mettre en avant et faire en sorte qu'on éradique ces maladies, parce que ça vient de l'Afrique. Avant de vous lire, j'ai entendu quelqu'un, je ne veux pas le citer, un professionnel de la santé, agent de l'hôpital principal, qui a relaté un cas au Sénégal avec une femme qui est venue 8 mois après, elle a disparu, quand elle est revenue, 0. Où est-ce qu'elle a été soignée? Elle a dit, je ne veux pas dire où est-ce que j'ai été, mais je suis guérie, c'est ce que je voulais savoir, elle est partie. Elle venait de la Petite Côte. Ça veut dire que le remède existe en Afrique. Maintenant, le problème, c'est quand on sait qu'il y a les acteurs qui savent, les gens qui doivent savoir, savent qu'il y a le remède au Sénégal, qu'on ne fait rien. Qu'est-ce que vous, dans la perspective, vous prévoyez de faire? Comment vous allez rebondir et comment vous allez en faire en sorte que ces Sénégalais et ces Africains bénéficient de ce remède sans pour autant passer forcément par l'État du Sénégal qui connaît et qui ne veut rien faire? Je vous remercie en tout cas du témoignage que vous venez de faire et puis de la compréhension de la situation. Mais je pense qu'il faut d'abord de la volonté politique. La santé publique appartient à l'État. Ça n'appartient pas au privé. Et cette volonté politique, il faut qu'il y ait des dirigeants qui ont le sens profond de l'État, de la responsabilité, de l'éthique et de la morale. L'industrie pharmaceutique, en ce qui nous concerne, est la première industrie au monde. C'est 400 milliards d'euros. Et nous savons que les industries, toutes les industries, pas uniquement pharmaceutiques, utilisent ce qu'on appelle l'intelligence économique. Triptyque, veille, protection, influence. Veille, acquérir des informations stratégiques qui permettent de leur servir. Protection, garder la bonne information qu'ils ne veulent pas que les gens connaissent. Et puis influence, essayer de propager de l'information ou des normes comportementales qui favorisent leur stratégie, notamment le tabou sur le sida ou le tabou sur la médecine africaine ou bien par les plantes. Alors que le premier médecin, c'est Hippocrate. C'est le serment d'Hippocrate que chaque fois les médecins font le serment avant de terminer. Hippocrate était un moine botaniste. L'aspirine vient de la saule. Aspirine. C'est un arbre, c'était des écorces au début. 85% des médicaments qui sont dans nos officines viennent des plantes. Actuellement, il y a 350 000 espèces de plantes qui ont été répertoriées sur la Terre comme plantes supérieures qui peuvent servir.
Mais il n'y a que 10% qui ont fait l'objet d'essais phytochimiques ou pharmacologiques. 10%. Donc les 90%, c'est vrai. Et chaque plante a des milliers de métabolites secondaires. Et c'est une substance ou deux, ou une série, qui a l'effet toxique ou thérapeutique. Mais il faut de la recherche. Nos pharmaciens, pour répondre à votre question, le pharmacien doit créer un médicament. Les médecins et les scientifiques font leur travail difficilement. Il faut leur tirer le chapeau. Il n'y a pas une guerre contre la médecine occidentale, il y a une complémentarité. On ne peut pas laisser nos sources et ignorer ce que nous avons en allant prendre, d'un point de vue économique, en tout cas c'est coûteux aussi. J'ouvre une petite parenthèse, parce que j'ai entendu une personne sur ce plateau dire qu'on va aller là où l'argent se trouve. Il se trompe. J'ai eu 2 professeurs qui m'ont appris l'économie, Pascal Salin, qui est un grand économiste français à la Sorbonne, et puis Ismaël Goumzian, à Paris-Dauphine, qui était ministre de l'économie et des finances de l'Algérie. Ils m'ont appris que l'argent n'est pas le bout de papier ou les écritures sur un ordinateur, que c'est de la valeur. Donc ça se trouve chez nous. Il n'a pas raison, l'argent ne se trouve pas à Paris. L'or, l'étain, le cobalt, coltan, l'uranium, c'est où? C'est pas en France. Nous avons l'argent. Le relais de la croissance mondiale, c'est l'Afrique. Parce qu'ils sont tous partis, ils sont arrêtés. Ils ont besoin de l'Afrique pour repartir. Le cancer, voilà. Le cancer, quand il attaque un corps, un organisme, quand il n'y a plus rien à détruire, la personne meurt. Le capitalisme, je ne suis pas communiste. Disons que c'est le cancer. Ils ont développé, ils ont à un stade post-industriel, ils ont besoin d'un continent où il n'y a rien, alors que nous avons tout. Et c'est ici. Barack Obama l'a dit. Durant le dernier sommet du G8, ils l'ont dit. Nous savons que le relais de la croissance mondiale, c'est l'Afrique. Mais nos dirigeants, ils vont toujours donner le dos. Ils vont aller toujours quémander, alors que ce n'est pas eux qui doivent quémander. Ils doivent avoir des stratégies parce qu'on a besoin de nous. La plante médicinale est une ressource naturelle comme le pétrole ou l'or, parce que c'est une ressource naturelle, ça se trouve dans la nature, et ça a de la valeur économique, mais ça soigne des vies. Ça n'a pas de valeur. Donc, pourquoi faire des tabous? Nos pharmaciens doivent sortir. Si vous allez à l'université de Cheikh Anta Diop, ou à Accra, ou à Cocody, j'ai fait toutes ces universités, j'ai vu les thèses. Depuis 12 ans quand même, je suis sur ce dossier. Effectivement, vous le dites, mais parce que c'est un dossier qui mérite d'être suivi. Les thèses de doctorat en pharmacie sur les plantes médicinales sont poussiéreuses. J'étais à IFAN la semaine dernière, des livres sur les plantes médicinales que beaucoup de praticiens, entre guillemets, parquerisent et venir à la télé réciter, sont là. Mais les pharmaciens sortent, mettent leurs thèses sous leur table et vont être des commerciaux. Il fallait faire des BTS commerciales. C'est des commerciaux. Il faut qu'ils produisent. Il y a de la matière pour produire. Pour développer un pays, il faut, ce que je dis, nourrir, loger, soigner et éduquer. Ces 4 bases, si on n'a pas l'autosuffisance, si on n'a pas des entreprises de souveraineté sur ces entreprises-là, on ne pourra jamais se développer. On ira toujours avec des clubs je ne sais pas comment est-ce qu'ils appellent ça, en France pour aller chercher de l'argent. Et le club de Paris, le club de Paris, c'est un club d'État qui prête. C'est un club d'État qui prête au monde pauvre. C'est ça le club de Paris. Et le Sénégal a eu l'annulation de l'intégralité de toute sa dette en 2004. Toute la dette du Sénégal a été annulée en 2004. Le premier pays, dans le cadre de l'initiative PPTE, pays pauvre très endetté, le Sénégal a rejoint ce groupe très fermé en 2001 sous le président Wade. Diouf n'en faisait pas partie. C'est le dernier pays venu dans le cadre de ce programme PPTE. Et c'est le premier pays qui a reçu l'annulation de l'intégralité de toute sa dette. C'est dans le livre. Et vous faites la corrélation. Je fais la jonction avec ce remède, avec l'annulation de toutes ces dettes. 2004-2006, on était à 0 de dette. Mais le président Wade a endetté le Sénégal entre 2004, 2003 jusqu'à 2008. Il a fait plus de dettes que Senghor et Abdou Diouf réunis. Alors qu'en 2004, on était à 0, c'est-à-dire qu'on devait être un pays émergent. Je pense que 2004, le président Macky Sall était Premier ministre. Bonsoir, Monsieur Diop, Jacques. Bonsoir. Je vais vous tutoyer. Oui, bien sûr. Oui. Je vais dire qu'en lisant le livre, d'abord j'ai souhaité que ce soit vraiment une réalité. Et vraiment en parcourant le livre, en voyant les annexes, je me dis que ça ne peut qu'être vrai. Mais
après, j'étais habité par un sentiment de crainte, de peur même, je dirais. Parce que si c'est vrai, est-ce que c'est pas même beaucoup plus grave que si c'était pas vrai? C'est ça le problème. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un remède qui puisse guérir une maladie qui tue 8000 personnes par jour, qu'on ait le remède, que les autorités soient au courant et que personne ne fasse quelque chose. Moi, je ne comprends pas. Parce que je me dis que même à coût de milliards, parce que vous le relatez dans le livre, vous avez expliqué que c'est ce qui est un peu à la base du problème entre Idrissa Seck et Abdoulaye Wade. Mais connaissant l'homme Abdoulaye Wade qui veut avoir un certain Notoriété. Voilà, un certain prestige, une certaine notoriété sur le plan international, en ayant un bijou pareil entre ses mains, pourquoi il va accepter de le vendre pour des miettes, des centaines de milliards? Franchement, moi, je suis sceptique par rapport à ça. Mais aussi, je me dis, je ne comprends pas pourquoi une dame, comme vous le dites, qui a travaillé pendant longtemps à l'ONU-SIDA et qui est devenue ministre. Franchement, j'y crois, mais il y a des questions, j'arrive pas à trouver des réponses, franchement, parce que je me dis que l'Afrique n'est pas mal barrée à ce point quand même. On ne peut pas être dirigé par des gens qui n'ont aucune ambition, parce que c'est même pas question d'avoir envie de soigner, mais même sur le plan lucratif. Je me dis que si le Sénégal s'organisait pour produire le médicament, comme vous le dites, on aurait pu, c'est même plus que le pétrole. Donc pourquoi on va accepter de tourner le dos à toute cette richesse pour défendre les intérêts de quelques multinationales? Vous n'êtes pas politicien. Non. C'est pour ça que vous raisonnez comme ça. Nous n'avons pas le même raisonnement que les politiciens. Voilà, nous n'avons pas le raisonnement que les politiciens. Et c'est vrai que la relation que j'ai effectuée entre le pactole de Rebus, qui est le titre aussi dans le livre, e-book, le pactole de Rebus, la face cachée de Ledsberg, j'ai dit qu'en fait, Idrissa Seck, donc l'ex-premier ministre, lorsque le dossier est arrivé entre les mains d'Eva Marie Coll Seck, donc pour la professeure Eva Marie Coll Seck, une personne très proche d'elle, qui est bactériologue à Jussieu, docteur, m'a dit, attention monsieur Diop, j'ai rencontré madame la ministre, qui était plus ministre à l'époque, mais elle m'a dit qu'elle n'était pas ministre d'État. Le dossier, elle l'a transféré à monsieur Idrissa Seck, qui était son supérieur hiérarchique. Donc moi, quand j'ai produit ce que le Sénégal risque de perdre, et que c'est arrivé à la famille biologique de Wade, effectivement, c'est 2 semaines après qu'elle a été démise de ses fonctions et que j'ai su qu'effectivement, le président Wade venait d'être au courant de ce dossier, avec ce que le Sénégal risque de perdre. Ce qui s'est passé, c'est que de 2003 à 2004, la date de publication de ce livre, il y a eu un faux inventeur qu'on disait venir des Dara de Tiwawan, qui était le véritable propriétaire. Et je pense que le président Wade a été mené à bateau par M. Idrissa Seck, qui avait ce dossier de 2003 à 2004, ce que je doutais. Et c'est pour ça que j'ai publié le livre en 2004. Et lorsque j'ai offert le livre en 2004 au président Wade, il m'a d'abord invité à Popenguine, donc en visite privée. J'ai décliné, bien sûr. Je m'adressais au président de la République. Je vais être reçu au palais. Il m'a reçu au palais après. Mais rapidement, on a su effectivement qu'il a été, Idrissa Seck a été démis de ses fonctions, en tout cas après le livre. Mais donc pourquoi, après vous avoir rencontré, il n'a pas fait ce qu'il fallait? Je pense, vous avez posé une bonne question, pourquoi le Sénégal, nos hommes politiques n'ont pas utilisé ce dossier? Je vais vous répondre. C'est d'ailleurs ce que j'ai mis sur le livre. Le 21 juin 2004, le président Wade nous a reçus. Le 28 juin, la première pierre d'un laboratoire pharmaceutique marocain a été posée au niveau du Technopole. On vient de l'inaugurer d'ailleurs. Il commençait à mettre, je pense, en pratique les menaces, médicaments au sud, malades au nord. Le 28 juin. Le 30 juin, toute la dette du Sénégal a été annulée. 2 jours après que les Marocains ont posé une première pierre. Là, Ndiombor, on le dit. Je pense qu'un politicien, il a utilisé ce dossier
pour tordre le bras au Club de Paris, qui est le groupe, je réponds un peu au monsieur qui était là, c'est un club de pays qui prête aux pauvres. C'est ça, le Club de Paris, et qui décide. Et le Club Paris a à son sein les Big Pharma, les Big Ten. C'est les 10 premiers laboratoires pharmaceutiques au monde qui pèsent énormément, qui n'ont rien à voir avec nos budgets. Rien que leur budget d'espionnage économique dépasse nos budgets. Donc s'ils veulent prendre 200 milliards et le mettre au Sénégal, c'est rien pour eux. L'homme politique voit court. Et c'est ça le degré de la profondeur d'un homme d'État. Mathieu Kérékou au Bénin, vous irez le voir, il est chez lui, dans son village. C'est de ça dont l'Afrique a besoin. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher de l'argent. Nous avons de l'argent chez nous. Mais donc pourquoi ça n'a pas marché avec l'Afrique du Sud aussi? L'Afrique du Sud, oui. Oui, bon, en fait, je disais que somme toute, ça reste quand même bizarre, quoi. C'est bizarre, Parce que quand même, dormir sur un, je veux dire, ne serait-ce que pour des cas de conscience, quoi. Dormir sur un dossier, cacher un remède qui pourrait soigner et vos compatriotes, et l'Afrique, et l'ensemble des malades de cette pandémie-là. Avoir mais c'est des millions de morts sur la conscience. Pour je ne sais quel intérêt des centaines de milliards, et la Bible l'a dit tantôt, bon, qu'on met peut-être à profit pour un temps déterminé. Or, je ne vois pas, moi, le rapport entre la notoriété, le prestige et justement également le bénéfice financier. Hein? Si on fait le parallèle entre, n'est-ce pas, donc la publication de ce remède-là, sa mise en œuvre et tout par le Sénégal, par rapport aux choses dont vous dites qu'ils ont été un peu à l'origine que le président l'occulte, ça pose problème un peu. Vous voyez, mes recherches en droit, sur le droit du brevet et la médecine par les plantes, nous montrent que l'industrie pharmaceutique n'aime pas les plantes parce que c'est des découvertes. Le brevet est la base du capitalisme, la propriété. Je dépose un brevet, j'ai l'exclusivité d'exploitation de l'objet du brevet. Mais pour breveter, il faut créer, il faut inventer. La plante n'est pas créée, c'est une découverte. Les vertus d'une plante, les molécules qui se trouvent dans les plantes, vous ne pouvez pas les breveter. C'est des découvertes. C'est le fameux problème du code génétique de l'ADN. Lorsque les séquences ont été identifiées, les gens ont couru pour dire c'est nous qui avons... Non, on leur a dit vous n'avez fait que découvrir ce qui existait il y a des milliards d'années. Les plantes médicinales, l'industrie pharmaceutique fonctionne en brevet. Et puis, l'industrie pharmaceutique vend quand même des produits et il cherche à étendre son marché et à fidéliser ses clients, sa clientèle. La clientèle s'appelle le malade, consommateur. Le malade est un consommateur. Le marché, c'est la maladie. Donc, on ne peut pas l'ignorer sans faire de fatalisme ou autre. C'est un fait. Mais c'est aussi un fait que le sida, c'est nous les Africains qui en mourrons. Aujourd'hui, sur Jeune Afrique, Samir Gabi avait dit que l'Afrique du Sud n'aura pas le potentiel démographique pour soutenir son taux de croissance, qui était l'équivalent de celui du Brésil en 2002. En 2050, le Brésil aura 6 074 milliards de dollars de PIB, là où l'Afrique du Sud aura 174 milliards de PIB en 2050. La population brésilienne quittera 174 millions pour aller à 250 millions en 2050. L'Afrique du Sud, qui est à 44 millions, sera de 47 millions en 2050. Il y a 7 pays de l'Afrique australe aujourd'hui dont l'espérance de vie est en deçà de 40 ans. Le sida est en fait, il tue. Et derrière le sida, il y a les autres maladies. Il y a l'hépatite, il y a le diabète, il y a la tension. Il faut que nous ayons nos propres produits. Mais face à l'échec, face aux politiques, vous avez, comme vous le dites, vous avez échoué dans votre propre pays au Sénégal, et même avec l'Afrique du Sud qui souffre le plus au monde du sida, ça n'a pas marché. Donc entre 2004 et maintenant, pourquoi vous n'avez pas essayé de produire vous-même ou bien de donner le nom des plantes, que chacun fasse son médicament à la maison et qu'on se soigne, quoi? Donc, effectivement, c'est la question. Mais nous avons un staff. Et j'ai oublié de dire bonjour à Aminatou Diagne, qui est à Cannes et Lyon, qui s'occupe de la communication et du plan média de ce staff. Le travail est rude et long. Effectivement, je suis allé voir les Sud-Africains et le président Mbeki, en compagnie du président Frédéric de Klerk,
et du boss de ICSA, Indigenous Knowledge System of South Africa, parce que l'Afrique du Sud a un institut qui s'occupe que de Indigenous Knowledge, c'est-à-dire la médecine africaine. Le boss s'appelle Brawali Serote, docteur. Ils sont venus ici. J'avais fait un protocole pour qu'ils fassent des recherches, des analyses sur le produit, et puis il allait y avoir un laboratoire pharmaceutique construit. En Casamance, l'administration devait être à Durban. Ils sont venus avec tous les moyens. Madame Susana Dlamini Zuma, qui s'occupe aujourd'hui de l'Union africaine, était ministre des Affaires étrangères. Elle est venue signer un accord mixte bilatéral avec Cheikh Tidiane Gadio. Elle a visité le cadre de FAN et tout. Les Sud-Africains étaient prêts. Mais ce que j'appelle l'intelligence économique, influence, notoriété, il bloque. Parce que ça, le sida, c'est toutes les maladies. Parce que lorsqu'on a le sida, c'est toutes les maladies qui viennent vous tuer. Donc quand un remède à base de plantes tue le sida, eux, ils savent ce que ça peut faire. Parce qu'on communique avec le sida, mais l'hépatite, la plupart des cancers viraux, c'est des virus. Donc ce produit dérange. Et tout juste après, Thabo Mbeki a fait l'objet d'un impeachment. Donc on l'a sorti de l'ANC. Et puis voilà, donc, on a ramené à l'époque un ambassadeur, je pense, tout blanc, hein, contrairement à celui qui s'était engagé. Et les Sud-Africains, je me rappelle, Excellence Wakou m'avait dit en signant « I am Thabo Mbeki here ». I am an ambassador extraordinaire and plenipotentiary. My signature is the signature of Thabo Mbeki. Parce que je lui avais dit, si vous ne faites rien, on va les vendre. Nous, on est pauvres, comme vous dites. L'argent, les nerfs de la guerre, on en a besoin. Mais est-ce que ce n'est pas l'argent qui nous bloque donc depuis? Mais c'est quoi la prochaine étape? L'approche aujourd'hui, pour vous répondre, nous sommes en train de réunir une équipe en financement solidaire et participatif d'Africains. D'ailleurs, j'ai fait une émission avec M. Tonkara et tout juste après, il y a eu au moins 5 personnes qui sont bien nantis au Sénégal qui nous disent « nous, on veut financer ». Nous avons déjà une usine construite à 32 km de Dakar. Les bâtiments sont prêts. Nous allons construire. Pour vous dire, le Sénégal, les gens se soignent. Et nous allons soigner le Sénégal. On va y aller en privé. Et j'espère que le président suivra, mais nous allons y aller parce que les gens ont le droit de se soigner. Monsieur Diop, bonsoir. Bonsoir. Je ne veux pas cacher, on va aller droit au but. J'ai été vraiment passionné par la lecture de cet ouvrage. Passionné parce que lorsque l'on parle de sida, je pense qu'il faut qu'on donne derrière ces 4 lettres une définition qui est en réalité la plus appropriée par rapport à la réalité de notre continent. C'est un système impérialiste aujourd'hui de déstabilisation de l'Afrique. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. C'est un système de prédation qui va dans le cadre de ce qu'on appelle le malthusianisme. Réduire la quantité de population sur le continent pour pouvoir venir se servir par la suite, tel dans un restaurant, par rapport aux richesses qui existent sur nos terres, dans nos terres, à l'intérieur de nos terres. Et le pays qui en souffre le plus est le pays le plus riche de l'Afrique, l'Afrique du Sud. Exactement. Ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Le pays qui en souffre le plus au monde, c'est le pays le plus riche et le plus puissant d'Afrique. Et dans un autre ordre d'idée, vous remarquerez que le Congo, lui aussi, pour d'autres raisons, lui aussi, connaît des déstabilisations multiples. Et je veux dire que sans rentrer, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des informations dissidentes réelles qui sont présentées telles que la vôtre, il va toujours y avoir un tas de personnes qui vont vous taxer de complotistes en disant que oui, vous aimez trop chercher les vérités qui sont soi-disant cachées, etc. Vous êtes complètement fou. J'ai lu tellement de choses sur vous, de personnes qui essaient de vous ostraciser, alors qu'en réalité, c'est un secret aujourd'hui de polichinelle. Voilà. En 1991, il y a au Kenya donc, un chercheur du nom de Davy Koch, que vous connaissez évidemment, donc, dans l'Institut de recherche médicale du Kenya, qui lui-même a fait des essais avec un médicament qui s'inspire lui aussi des plantes. Et cette démarche-là, qui est la suite logique de cela, ou du moins qui en était peut-être les prémices, qui est le Cameron. Ce Cameron a été usité aussi dans la communauté afro-américaine par le docteur Abdul Halim Mohamed dans sa clinique de survie à Washington. Et partout, les résultats de ces plantes ont été vraiment spectaculaires, ont été présents, ont été sapiens, c'est le cas de le dire. Mais on se heurte à, vous l'avez dit, vous l'avez précisé d'une manière vraiment pertinente, à une mafia pharmaceutique, il faut le dire, à un cartel pharmaceutique qui pèse 400 milliards. 400 milliards d'euros, comme vous le dites, c'est peut-être peu pour eux, mais c'est énorme, malheureusement, pour bon nombre de dirigeants africains qui, lorsqu'ils voient cette manne financière, voient l'avenir dans l'immédiat, mais ne voient pas les choses à long terme.
on se trouve aujourd'hui, je veux dire qu'il y a d'autres avis différents encore. Il y a différents chercheurs. Il y a Kary Mullis, donc prix Nobel de chimie en 1993, que vous connaissez certainement, qui lui allait plus loin sur le terrain du domaine du lien entre le VIH et le sida en disant que la définition officielle qui était donnée du sida était une définition fantasmagorique. C'est le prix Nobel de chimie en 1993. Ce n'est pas un farfelu qui sort du premier maquis de la rue, c'est le cas de le dire. Et qui dit que le lien même entre le VIH et le sida est un lien sur lequel on se doit même de discuter. Donc, lorsqu'on lit votre ouvrage, on se rend compte que c'est quelque part la cerise sur le gâteau, le sommet émergé de l'iceberg, la face visible de l'iceberg d'un schéma qui est connu de tous les chercheurs, de tout. Vous n'aimez pas le terme traditionnalisme, mais je pense qu'au contraire, il y a peut-être une connotation positive. On pourrait parler de médecine traditionnelle africaine, pour être plus complet. Parce que la tradition, c'est la connaissance de son environnement. Effectivement. Celui qui est croyant, qu'il soit chrétien, musulman ou autre, mais qui est dans une démarche pérennialiste, traditionnaliste, comme le disait René Guénon, est dans une logique de comprendre que lorsqu'il y a un élément négatif, il y a en réponse un élément positif. Voilà. Si nous sommes sur cette terre, quelconque maladie qui existe sur cette terre a son pendant, a sa réponse qui dans son environnement. Dans son environnement. Et le problème, vous l'avez précisé d'une manière, encore une fois, extrêmement pertinente, et je suis obligé de vous dire, je n'ai objectivement pas de critique à faire sur votre ouvrage, je n'ai que des éléments qui corroborent votre réflexion. Le pire ennemi de cette mafia pharmaceutique, c'est les plantes. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est l'environnement. C'est pour ça que ces gens-là, tout est lié. Même sur le terrain de l'écologie, vous remarquez que ces gens-là sont les plus grands destructeurs. Les OGM. Aujourd'hui, les OGM. Les OGM, on est en plein dedans. Il y a ce qu'on appelle le Codex Alimentarius, qui aujourd'hui, on est allé fouiner, c'est normal. Le Codex Alimentarius s'appelle le Code alimentaire. C'est l'OMS, l'ONU, FMI, tout ce qu'on veut. Ils savent qu'aujourd'hui, il y a une parade. Il y a une parade de la médecine par les plantes. Les gens disent complément alimentaire, mais quand les gens le prennent, ils savent qu'ils se sentent bien. Parce qu'il n'y a pas un médicament qui cherche à éliminer la mort. Nous allons tous mourir. Dans 100 ans, on ne sera plus là. Bien sûr. Mais on veut mourir le plus longtemps possible. Exactement. Maintenant, comme les gens font la médecine par les plantes avec les compléments alimentaires, le Codex Alimentarius est là pour contrôler les compléments alimentaires. C'est un code que les pays d'abord du Nord sont en train de signer, après ils ont venu chez nous. On va nous interdire de prendre du Genguidek ou du Ngedjani, parce qu'il y a le paludisme. On nous interdira de prendre du Nguer, ou bien on interdira à nos personnes de troisième âge de prendre du Keng pour leur foyer. Parce que le Codex Alimentarius sait qu'aujourd'hui la pharmacie est menacée par les plantes, et les forêts qui regorgent ces plantes, mais c'est en Afrique, c'est l'origine. Clairement. C'est ici, le potentiel, c'est nous qui l'avons. Et pour aller dans votre sens, je sais que certaines personnes vont peut-être pointer du doigt certaines incompréhensions qu'ils peuvent y voir dans votre ouvrage en se disant que pourquoi certains dirigeants ont accepté, ou ont accepté du moins des marchés qui leur permettaient d'éviter de parler de la réalité, etc. Je ne veux même pas m'arrêter à ça parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui cherchent dans le fond savent, objectivement, savent qu'il y a des solutions à ce qu'on appelle le sida aujourd'hui. On le sait. Maintenant, il y a une question qu'il faut qu'on pose aujourd'hui. On est des Africains. Dans ce corps qu'est le continent africain, il y a différentes catégories, corps de métier, sans vouloir être rébarbatif. Il y a des médecins, il y a des pharmaciens, il y a des gens qui sont sincères. Et comme vous l'avez dit, il y a aussi des gens qui sont devenus des commerciaux. Les commerciaux, oui. Il y a des gens qui ont prêté serment d'Hippocrate au commencement de leur carrière et qui aujourd'hui ont fini par signer le serment d'Hippocrate. Voilà. Parce qu'ils savent de fond en comble de quelle manière la population peut être soignée, mais ils ont préféré le goût des billets, aller chercher des billets qui seront peut-être demain périmés, plutôt que soigner une population qui, on le sait de manière globale, est l'avenir du monde aujourd'hui. La population africaine, qui aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a atteint le milliard. On a atteint le milliard, voilà. Sera d'ici quelques années, j'ai envie de dire, malgré le sida. Malgré le sida. Malgré le sida, les 2 tiers des 8000 personnes qui meurent par jour et les 2 tiers des 7400 personnes qui sont contaminées par jour, les 2 tiers sont en Afrique. Et malgré ça, on a atteint le milliard. Et au 6e, 7e siècle, nous étions du même ordre de grandeur que la Chine et l'Inde. La Chine fait aujourd'hui 1,3 milliard d'habitants. Pourtant, ils ne sont pas polygames, nous sommes polygames, mais ils nous dépassent parce qu'ils sont sains.
les Chinois et les Indiens ont choisi d'intégrer la nature dans leur... Parce qu'on ne peut pas mettre le corps humain dans le business. Et la pharmacie a mis le corps humain dans le business. Et quand le corps humain est dans le business, et là, à ce moment-là, c'est l'OMC qui régit. Et là, c'est l'argent. On est en plein dans le projet mondialiste. Voilà, c'est l'argent. Le but du projet mondialiste est de dénaturer tout. Et d'apporter, d'apposer une réflexion qui va en opposition avec les valeurs naturelles dans l'environnement dans lequel on est installé aujourd'hui. Tout ce qui va dans le sens de déformer les équations de soins naturels qu'on peut trouver dans les plantes, on va les trouver. Voilà. Et ça va nous donner la sensation, lorsqu'on prend les médicaments, qu'on est soigné, on est guéri, mais on est guéri de manière beaucoup plus difficile. Alors qu'il y a des manières beaucoup plus simples d'arriver à des guérisons que l'on trouve en Afrique, que l'on trouve aussi en Asie, il faut le dire, qu'on trouve dans toutes les, et c'est pour ça que je tiens à préciser dessus, dans toutes les sociétés qui ont un rapport à la tradition encore prégnant. Et c'est pour cela, vraiment j'appelle les gens, les téléspectateurs qui vont nous voir, de un, à lire votre livre de toute urgence. Sur le sidavaincu.com. De toute urgence. Ceux qui ont la possibilité, plutôt que d'aller, quand vous auriez dans les cybercafés, regarder les buts de Dembaba, qui est mon frère à qui je passe le salam, vraiment de se renseigner, de lire cet ouvrage, première étape, et de se reconnecter à ce qu'on appelle la tradition aujourd'hui, parce que évidemment il y a des charlatans. Évidemment, il y a des personnes qui jouissent de ce prestige, mais qui n'en ont pas le contenu. Mais la connaissance de la tradition primordiale pour nous autres Africains, comme pour toutes les personnes qui résistent au mondialisme, qui est l'ultime forme du colonialisme, est une priorité absolue, sinon on sera éradiqué. Et c'est l'État qui doit encadrer cela. Exactement. Parce que si on laisse les charlatans sur le terrain, effectivement, les gens vont croire qu'il n'y a pas de solution. Mais il faut une volonté politique. Il faut que nos pharmaciens, quand ils sortent, on leur mette des moyens, qu'on leur donne des moyens. Il faut que la recherche, l'acquisition de savoir doit être suivie de la production de savoir, sinon ça n'a aucun sens. Et cette production de savoir n'a de sens que s'il sert l'humanité. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de volonté politique pour organiser ce secteur. Parce qu'ils veulent que les gens croient toujours qu'il y a le charlatan, des personnes qui viennent avec un foulard pour dire je soigne, le sida ou je te touche, tu guéris. Bon, ça les arrange de alors qu'il y a, pour, mais oui, alors qu'il y a la science. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de 5 minutes pour savoir si ce liquide qu'on m'a donné, c'est de l'eau, hein, c'est de l'eau, peut éliminer le HIV ou non. On n'a pas besoin. In vitro, on peut le savoir. Mais on laisse les gens dans le flou alors que l'Afrique est fatiguée. L'Afrique est fatiguée et encore, si vous allez sur le livre, effectivement les blocages, nos dirigeants du plus haut niveau, s'ils bloquent, tout est bloqué, sauf si le peuple qui a la souveraineté se lie, et on peut, nous le pouvons, yes we can, je le dis, nous pouvons nous unir en financement solidaire et essayer de trouver des solutions avec des chercheurs, avec des universitaires, il y en a. Nous avons d'excellents universitaires, créateurs qui sont là. Quand on voit même l'IFAN. À l'IFAN, mais il y a des créateurs, ils sont là. Mais il faut que ces gens acceptent de s'associer avec ceux qui trouvent le marché pour produire. Je pense que c'est ça. Voilà, maintenant pour... Non. Depuis 10 ans, voilà. faire quelque chose. Voilà. Maintenant, pour vous répondre, vous avez vu que si vous voyez l'observateur du 6 septembre 2005, l'observateur numéro 591, le titre était « Idriss Seck avoue les véritables raisons de sa brouille entre lui et Abdoulaye Wade ». C'est Abdoulaye Ahmad Dansokho qui était parti le voir en prison. C'était 2 mois après son incarcération. Idriss Seck a avoué. Il a dit « Je n'ai pris aucun sou du Sénégal, ni d'Abdoulaye Wade. L'argent que j'ai appartient à un propriétaire connu, qui sera connu de tous le mois venu. » C'est des aveux. Cet argent qu'il a appelé des fonds politiques, c'est une destination, c'est une nomination, il l'a appelé. Mais l'origine de cet argent, il a parlé de collecte internationale. Les fonds politiques, c'était pour dédouaner les juges de la Haute Cour de justice, pour le dire, c'est un parti, c'est l'argent que le parti a collecté. Donc si on se bat entre nous, vous, Cour de justice, ne devez pas me juger en tant que ministre, parce que c'est moi, membre influent, actionnaire du PDS, qui détient de l'argent que nous avons collecté pour le PDS. Mais il a avoué que c'est un propriétaire. Et le propriétaire, c'est l'inventeur. Il avait dit effectivement que jusqu'à l'extinction du soleil, personne ne peut prouver qu'il a pris l'argent du Sénégal, c'est vrai. Mais il a utilisé sa casquette de Premier ministre avec un dossier qui dérange 400 milliards d'euros, avec un ministre de la Santé qui venait de l'ONU-SIDA, avec un laboratoire comme le laboratoire de Suleiman Boub avec des techniciens, avec un bon dossier. Des personnes qui ont été guéries. Le virus est parti. Mais vous posez ça sur la table de GlaxoSmithKline ou de Bayer qui gagne 30 milliards d'euros sur les maladies infectieuses, vous croyez qu'ils vont vous laisser
C'est nos dirigeants qui vont faire des deals avec les Toubabs. C'est-à-dire que le blanc ne va pas nous... À l'état actuel, personne ne peut nous... On a fait les grandes universités avec eux. Nous savons ce qui se passe. On ne peut pas... C'est nous, nos dirigeants, qui partons faire des deals. J'ai ça. Si je le sors, vous allez avoir des problèmes. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, il y a toujours cette position de dire si je fais ça, je dérange le blanc. Non, il faut voir le peuple sénégalais. Si ce médicament vient, nous allons non seulement économiser des devises en achetant des antibiotiques, ce qui est ridicule aujourd'hui d'acheter des antibiotiques alors qu'il y a au moins 10 plantes qui sont des antibiotiques naturels, mais la notoriété du Sénégal. Et de l'Afrique. Et de l'Afrique. Parce qu'il faut raisonner en Afrique. Mais nos dirigeants vont aller toujours proposer des deals pour... voilà. Vous confirmez, vous affirmez ou vous confirmez, M. Diop, que Idrissa Seck se serait enrichi sur le dos de l'inventeur, n'est-ce pas, de ce remède-là qui guérit le sida. C'est bien cela? J'ai saisi le procureur de la République, Souad, avec un dossier, en disant au procureur, avec les livres, que l'argent qui est entre Abdoulaye Wade et Idrissa Seck provient, le pactole de Rebeuss, provient d'une collecte effectuée par une organisation criminelle qui a autorisé un remède de 400 milliards de dollars pour s'enrichir. Cette plainte a été déposée au niveau du procureur Souad. En une semaine, on m'a appelé. Une semaine, je pense que je ne sais pas si quelqu'un a déjà porté plainte ici. On n'appelle pas les gens pour leur dire venez prendre votre réponse. Moi, on m'a appelé pour me dire votre réponse est là, on a classé sans suite, notamment pour prescription de l'action publique, parce qu'il disait que ça faisait 7 ans, entre autres. Sous le régime du président Macky Sall, j'ai saisi, c'est une chance, la CREI, je ne vais pas dire la CREI, je dis CREIF, parce que maintenant c'est CREIF, qui juge les enrichissements illicites. Le pactole de Rebeuss, c'est de l'enrichissement illicite. Les ministres, je sais qu'il est ministre, a dit devant tout le monde, j'ai de l'argent, oui, mais c'est une collecte internationale. Il ne l'a pas fait parce qu'il est le vendeur de pain du coin. C'est parce qu'il est Premier ministre qu'il est allé collecter. Il a collecté pourquoi? Il l'a appelé fonds politique. Mais c'est une destination. Il y a ressources et emplois en comptabilité. Il a dit fonds politique. Mais ça vient d'où? Il a dit, et c'est à la une, et c'est Amad Dansor qui a fait un point de presse. Idrissa Seck a dit l'argent que j'ai n'appartient ni au Sénégal ni à Abdoulaye Wade. Il a un propriétaire connu qui sera connu de tous le moment venu. À ce moment-là, il était très fatigué et il a commencé à parler. Et le jour, le mois de janvier 2006, Idrissa Seck a commencé à parler. Il a dit de cet argent, Victor Kantossan est venu retirer un chèque de 1 milliard par jour pendant 5 jours. 5 milliards ont été retirés par Victor Kantossan, garde du corps de Karim Wade, qu'il a retiré dans les comptes de CBAO et SGBS. Les banques sont ici, on peut aller vérifier. Et il a retiré 500 millions pour le compte de Abdoulaye Baldé, secrétaire de la présidence. Donc, une partie déjà de cet argent-là peut nous servir à construire notre laboratoire pharmaceutique. Il faut qu'on nous les rende, c'est notre argent. D'accord. Mais si vous voulez attendre cet argent, on risque de perdre. Non, mais c'est pour vous dire, pour répondre à sa question, Oui. non seulement je confirme, mais j'ai saisi le CREIF parce que c'est de l'enrichissement illicite et c'est des biens mal acquis. Ces milliards sont des biens mal acquis et ces milliards, c'est de l'enrichissement illicite. Et il ne peut pas dire que c'est des fonds politiques pour qu'ils soient dédouanés. Les chantiers desquels j'en parle pas, ça c'était du FIPO. Il fallait qu'on utilise quelque chose pour le mettre. Et ce que les gens ne savent pas, beaucoup de Sénégalais, lorsque M. Idrissa Seck a été limogé, il y avait un réseau d'espionnage qui a été démantelé. C'est le réseau d'espionnage qui avait le quartier général au Georges Pompidou. C'est Éric Boudoussou et Dembala Hatlo qui ont été interpellés, qui faisaient des écoutes téléphoniques. Leur avocat, c'est Maître Clédor Ciré Ly, qui a dit durant les plaidoiries, le dossier a été vidé en 2011. L'affaire Idrissa Seck a été close, on ne saura jamais qui est vraiment les instigateurs de ces réseaux d'espionnage. Il y a eu de l'espionnage parce qu'on cherchait à connaître le nom des plantes. L'inventeur était écouté, on était sous écoute, on le savait, on était suivi. Ces réseaux d'espionnage-là, c'est du réel. Mais ce procès, on ne l'a pas dit. L'atteinte à la sûreté de l'État. On a dit que quiconque qui trahit ou qui est condamné d'espionnage contre les intérêts, l'article est là, je vais le lire pour que les gens sachent bien, sera coupable de trahison. C'est la fameuse, à l'époque, on avait dit que Idrissa Seck était, bon, il y avait les délits contre la crime et délits contre la sûreté de l'État, les gens ne savaient pas, mais sera coupable de trahison et puni de mort. C'est la peine de mort, heureusement que ça n'existe plus depuis 2010, mais le crime est là. Sera coupable de trahison et puni de peine de mort tout Sénégalais, tout militaire ou marin au service du Sénégal, qui entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec des agents en vue de favoriser des entreprises de cette puissance contre le Sénégal. L'article 57 du Code pénal. C'est un fait. Il faut que nos dirigeants sachent qu'ils sont là pour le Sénégal. Ils ne sont pas là pour eux. Il faut qu'ils aient le sens du sacrifice, mais qu'ils ne voient pas que l'argent et le pouvoir.
Il faut que les dirigeants sachent qu'ils vont venir, c'est comme une longue route de 1000 km. Si on prend 10 entreprises, chaque entreprise va faire son bout, la route va finir rapidement. Mais si une seule entreprise veut faire les 1000 km, ça va être compliqué. La morale, l'éthique. Et j'ai saisi les autorités compétentes et j'espère que dans ce dossier, nous n'allons pas attendre l'État, ça je vous le dis. Et d'ailleurs, ça c'est le vœu de la personne qui s'occupe de la communication, Aminata Diagne. C'est d'ailleurs pourquoi ça a été long. Il ne tenait pas à ce qu'on retourne vers l'État et qu'il faut qu'on trouve des solutions. Et je le dis encore, nous avons aujourd'hui des investisseurs sénégalais qui nous disent nous mettre parce qu'on n'a pas besoin aussi d'énormément pour exploiter 4 plantes sénégalaises. Merci. Merci, M. Diop. Bonsoir, Ibou. Bonsoir. Merci également d'avoir été